Bonjour à tous. Imaginez un instant un défi mathématique, une sorte d'énigme qui a tenu tête aux plus grands esprits pendant des centaines d'années. Une véritable forteresse que tout le monde pensait imprenable. Eh bien, c'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va explorer une affirmation pour le moins audacieuse, et si finalement une clé universelle venait d'être forgée pour cette serrure que l'on croyait tout simplement incrochettable. Alors, pour bien saisir l'ampleur de cette potentielle découverte, il faut d'abord comprendre la nature du mur. Un mur bien réel, contre lequel les mathématiciens se sont heurtés pendant des générations. Tout commence avec quelque chose qu'on a tous vu à l'école, les équations polynomiales. On apprend à résoudre celles de degré 2, vous savez, avec le fameux discriminant. Il existe aussi des formules pour les degrés 3 et 4. Mais au-delà de ça, les choses se compliquent, mais alors radicalement. Et ce n'est pas juste une image, il s'agissait vraiment d'une barrière théorique. Un point de rupture où toutes les méthodes classiques s'effondraient. Un véritable mur de l'impossible. Ce mur, il a même un nom. C'est le théorème d'Abel-Ruffini. Au début du 19e siècle, ce théorème a prouvé noir sur blanc qu'il n'existe aucune formule générale, du moins pas une qui utilise des opérations simples comme les racines carrées au cubique, pour résoudre les équations de degré 5 ou plus. Le truc, c'est que le problème n'était pas qu'on n'avait pas encore trouvé la formule, c'est qu'il était mathématiquement impossible d'en trouver une de ce type. C'était la fin du jeu en quelque sorte. Et c'est justement là qu'intervient une approche complètement nouvelle, le théorème d'Ezouidi. Il ne prétend pas briser le mur à coups de marteau, mais plutôt de l'ouvrir avec la bonne clé. L'analogie est parfaite, je trouve. Au lieu de s'acharner avec les vieux outils, cette nouvelle méthode propose de regarder le problème différemment. C'est un changement total de perspective. On analyse la structure même du polynôme pour lui faire livrer ses secrets, et donc sa solution. Voilà l'affirmation centrale. Et les mots sont pesés, exacts, universels. Mais le terme le plus important, c'est basé sur les invariants. Alors un invariant, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété qui ne change pas, peu importe comment on triture l'équation. C'est un peu comme l'ADN du polynôme. Et c'est en trouvant ces propriétés cachées que le théorème prétend fonctionner pour n'importe quel degré, en contournant les limites qu'on pensait gravées dans le marbre. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Décomposons un peu cette promesse. Le théorème prétend pouvoir reconstruire les solutions de manière parfaite, même si une solution apparaît plusieurs fois. Il s'appliquerait à tous les cas de figure, même les plus tordus, où les autres méthodes jettent l'éponge. Et surtout, il ne touche pas du tout au problème des radicaux, celui qui avait justement mené au mur d'Abel-Ruffini. Il passe simplement à côté. Allez, faisons une petite comparaison directe pour voir un peu plus clair, pour vraiment sentir en quoi cette approche est différente. Là, la différence est vraiment flagrante. Les méthodes classiques sont obsédées par les radicaux. Celles d'Ezouidi les ignorent complètement. Pour les unes, un haut degré, ça veut dire insoluble. Pour l'autre, ça n'a aucun effet. Mais le point qui est peut-être le plus crucial, ce sont les cas dégénérés. Imaginez une équation très spéciale qui n'aurait qu'une seule unique solution, mais répétée, disons, 10 fois. C'est un véritable cauchemar pour les anciennes méthodes. Eh bien, la nouvelle prétend les gérer sans aucun problème. Bon, à cette théorie, on va maintenant voir ce que ça donne en pratique avec un problème qui serait un vrai casse-tête pour les approches traditionnelles. Voilà notre monstre, un polynôme de degré 8. Normalement, face à ça, on sortirait l'artillerie lourde, des approximations numériques qui donnent des résultats proches mais jamais exacts et qui sont toujours sujettes à des petites erreurs d'arrondi. Mais avec cette nouvelle approche, pas besoin de se perdre dans des calculs à non plus finir. L'important, ce n'est pas la complexité, c'est la logique. On suit une sorte de recette, un algorithme systématique qui garantit un résultat exact à la fin. Le processus est d'une logique implacable. D'abord, on regarde les coefficients, les chiffres de l'équation. Ensuite, on construit ce qu'on appelle un polynôme associé. C'est un peu comme un miroir qui va révéler la structure cachée du premier. Puis, une formule récursive est appliquée pour extraire les fameux invariants, l'ADN du problème. Et enfin, une fois qu'on a ces informations, on reconstruit la solution exacte. C'est de l'algèbre pure, de la déduction, pas de l'approximation. Et alors, après tout ce processus, quel est le résultat pour notre polynôme de 8e degré qui avait l'air si compliqué? La solution est 1. Tout simplement. La seule et unique racine, c'est le nombre 1 répété 8 fois. Cette simplicité, qui était complètement cachée dans une équation si intimidante, est révélée de manière exacte, sans la moindre ambiguïté. C'est assez bluffant. Alors, si on prend un peu de recul, au-delà de cet exemple, qu'est-ce que ça signifierait vraiment? Qu'est-ce que ça changerait si cette affirmation était validée? Le point absolument fondamental, c'est celui-ci. La différence entre une estimation, même très bonne, et une réponse exacte, elle est abyssale. En tout cas en mathématiques et en sciences. Une solution exacte, c'est une vérité structurelle. Ce n'est pas une supposition bien informée. Pour résumer, tout le pouvoir de cette méthode tiendrait dans son universalité, sa robustesse face aux cas les plus extrêmes, et bien sûr sa capacité à fournir des réponses exactes là où on pensait qu'il n'y en avait tout simplement pas. Et je le redis, elle ne contredit pas le théorème d'Abel-Ruffini,
elle le contourne en utilisant des outils qu'il n'avait pas interdits. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, finalement. Si un mur que l'on croyait absolument infranchissable en mathématiques peut en fait être contourné, juste avec un changement de perspective, alors combien d'autres impossibilités dans le monde de la science ne sont en fait que des portes qui attendent simplement qu'on trouve la bonne clé ?